bonsoir. Vous l'avez compris, le monde change fondamentalement. Et souvent, vous avez un manque de lisibilité sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur le monde, sur les enjeux et notamment sur la nouvelle donne géopolitique mondiale. Alors, mon propos de ce soir va être d'essayer de vous amener à vous poser les bonnes questions, à mettre les mots, les références sur finalement ce qui occupe vos esprits, ce qui occupe vraiment l'actualité, et finalement, sans une grande traduction, ni objectif finalement bien défini. Le monde change, mais il est confus. Le monde change, mais il a besoin de clairvoyance. Donc je vais tâcher ici de vous ramener un petit peu à cette actualité. Ce que je vais vous dire également, c'est que l'actualité aujourd'hui manque de relief. Tout est sur le même plan. Il n'y a plus de distinction entre la météo de demain et finalement le changement climatique, avec les petits événements quotidiens et finalement les choses fondamentales. La semaine dernière, l'État d'Israël a frappé en Syrie des chiites. Les mots, vous les connaissez, vous avez entendu parler de la Syrie, l'État d'Israël, bien évidemment, vous avez entendu parler des chiites, mais quelle lisibilité finalement vous avez de la chose, et finalement quels sont les enjeux qui sont liés à cette intervention israélienne. C'est bien plus grave que de petites affaires dont on vous parle au quotidien dans les journaux d'information continue. Donc c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tâcher ensemble d'éclairer un petit peu cette actualité. Alors rapidement, pour être un passeur, pour essayer ensemble, bien sûr, d'organiser votre pensée, regardez cette carte. Bon, c'est à 2 heures d'avion de chez nous. Certains pays à 1h30. Mais rapidement, cette carte du Proche et Moyen-Orient et de l'Afrique arabe. Alors rapidement, déjà, il faut distinguer, bien évidemment, l'Afrique arabe de l'Afrique noire, séparée par le Sahara. Donc je vais vous parler de l'Afrique arabe, mais surtout, pour bien comprendre cette région et qui va expliquer ce qui passe aujourd'hui, il faut que vous intégriez une distinction fondamentale. La première de ces distinctions fondamentales, c'est que vous voyez là-haut l'Iran. C'est la frontière entre deux mondes. Cette frontière séculaire qui va aujourd'hui organiser toutes les tensions dans la région. C'est la frontière entre le monde arabe et le monde perse. Les Iraniens ne sont pas arabes, ils sont perses, et c'est ainsi que vous avez des tensions entre ces deux peuples, tensions séculaires. Attention, ces tensions sont telles qu'elles vont au-delà de l'inimitié avec le monde occidental, voire même de l'inimitié avec l'État d'Israël. Ce sont des tensions terribles. La peur bleue, aujourd'hui, de l'Arabie saoudite, c'est si l'Iran a l'arme nucléaire. Dans la semaine, il leur faudra l'arme nucléaire. Donc vous voyez l'enjeu, car notamment quand Donald Trump est en train aujourd'hui d'intervenir sur la question iranienne. Autre chose qu'il faut que vous compreniez dans cette zone, c'est que les Arabes, aujourd'hui, ne représentent qu'un sixième des musulmans de la planète. 5/6 des musulmans ne sont pas arabes. Dans cette région, ils sont perses, l'Iran, ils sont turcs, ils sont afghans et ils sont surtout asiatiques. 1 milliard de musulmans sur la planète ne sont pas arabes. D'ailleurs, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Beaucoup d'Arabes sont chrétiens. Vous avez souvent entendu parler des minorités chrétiennes dans ces régions-là, notamment rencontrées par l'ARA. Et que donc, forcément, tout ça amène à des réflexions. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur cette première inimitié dont il faut maîtriser absolument les choses pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et demain. La première inimitié, je vous l'ai dit, c'est cette frontière entre le monde arabe et le monde perse. Lors de la Seconde Guerre en Irak, vous voyez l'Irak, qui reprend le bastion arabe d'opposition à la Perse, d'où la guerre Iran-Irak de 1980-1988. Après la révolution iranienne islamiste, les panarabistes laïcs se sont donc opposés à l'Iran à l'époque de Khomeini. 8 ans de guerre terrible qui ont opposé encore une fois les Arabes et les Perses. Sauf que la deuxième guerre en Irak, vous savez, celle où les Français s'étaient opposés
notamment par la voix de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à l'ONU. Et ils disent non, il ne faut pas y aller. C'est une faute historique. Les Américains ont débarqué en Irak, ont déstabilisé le monde arabe, et aujourd'hui, les forces perses pénètrent en Irak et ont pénétré en Syrie. Il se trouve que cette inimitié a comme conséquence aussi historique que les Perses pratiquent une religion musulmane différente de celle de leurs opposants musulmans arabes sunnites. Les Perses sont chiites. Les Perses étant chiites, cette opposition au sunnisme font que les minorités chiites commencent à rentrer donc en Irak, en Syrie et au sud Liban avec le Hezbollah chiite. Ainsi, aujourd'hui, vous avez cette opposition et vous voyez donc que le monde arabe se fait encercler par le nord, par l'Irak et la Syrie. Eh bien, le monde arabe aussi a une problématique au Yémen, c'est la guerre actuelle que vous suivez, puisque vous avez les chiites financés par l'Iran qui combattent aujourd'hui en opposition les Arabes de l'Arabie saoudite au Yémen. C'est une guerre un petit peu comme quand nous avions cette opposition entre les États-Unis et la Russie, enfin l'URSS d'antan, où on se faisait la guerre par l'intermédiaire d'autres nations, d'autres pays plus loin. Donc au Yémen, ne vous trompez pas, c'est encore une fois la guerre entre les Perses et les Arabes. Ils sont aujourd'hui donc entourés comme une mâchoire par la pression chiite au sud et au nord. Et qu'annonce Donald Trump? Je me retire. Vous vous retirez? Mais si Donald Trump se retire, qui va être le garant de la sécurité? Mais l'État Israël a pris ses responsabilités. L'État Israël, qui a une peur bleue des islamistes iraniens, est allé frapper en Syrie les chiites. Cette opposition, naturellement, elle est permanente. Et si vous devez avoir une lisibilité dans l'actualité, quelque chose qui va vous conforter, intégrez au moins ce premier élément, l'opposition entre les Perses chiites et le monde arabe, pour l'essentiel sunnite, hormis les Arabes chrétiens, dont on parlera, si vous voulez, tout à l'heure pendant le débat. Allez, je vais vous rassurer, je vais vous montrer quelque chose un peu plus convenable. Ah, là, c'est la carte avec laquelle vous avez vécu, avec laquelle vous avez grandi, hein, celle qui est vraiment confortablement installée dans vos agendas. On ne sait jamais si vous l'avez oublié. Et là, rapidement, qu'est-ce que vous voyez? Notre avenir, rassurez-vous, hein, les Français, quitte à découper le monde, on se met au centre. Hein. Nous sommes Français. Et que donc, forcément, là, la lisibilité immédiate apparaît. Nous sommes donc aujourd'hui, tranquillement, en train de regarder notre avenir. Notre avenir, il est clair, c'est l'Atlantique Nord. Ce sont les États-Unis, enfin le continent nord-américain. C'est une carte tout à fait logique pour nous. L'avenir du monde pour nous, c'est notre bassin méditerranéen, et puis l'Europe, et puis bien sûr l'Atlantique Nord. Là aussi une distinction, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud ne nous concerne pas, donc l'Atlantique Nord. Et donc, vous avez retrouvé la carte et nos alliances traditionnelles, notamment nos alliances militaires, le fameux OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et pour nous, c'est une logique, et nous vivons avec ça. Et nous parlons d'Europe, etc. Et ça, c'est notre monde, c'est votre culture, la culture au sens géopolitique du terme, c'est-à-dire la culture telle qu'on est né, on nous a donné des choses, des éléments, et nous vivons avec ça. Sauf que le monde, il n'est pas pareil partout. J'ai pris le globe, j'ai fait ça, hop. Et là, vous imaginez quoi? Que les Américains ont déjà un choix, que nous n'avons pas. Les Américains ont un choix entre l'Atlantique Nord et le Pacifique. Les Américains ont deux visions du monde. L'Atlantique Nord, qui était intéressant, mais aujourd'hui la Chine se réveille. Aujourd'hui l'Asie et la zone Pacifique a un enjeu fondamental. La Californie, côte ouest, toute seule, séparément, un seul État américain, s'il était indépendant aujourd'hui, reprendrait la 6e force économique de la planète, la 6e économie de la planète. Donc, la côte pacifique américaine est fondamentale. Aujourd'hui, les Américains, regardez la carte. Souvent, je ne comprends pas des politiques européens qui viennent s'aligner sur une pensée politique américaine. Regardez au niveau de la défense. Ils sont protégés par 2 océans. C'est plus qu'une île. 2 océans. Qui voulez-vous qui vienne intervenir? Est-ce que les Américains, un jour, verront débarquer sur leur côte, comme nous on l'a vu, où on s'est fait envahir X fois, une population, mais jamais de la vie. Quel est le risque américain? De prendre un missile? Ils ont créé le bouclier antimissile, et éventuellement d'avoir quelqu'un qui pénétrerait l'État américain pour y faire ou pour y commettre un attentat.
donc le contrôle aux frontières qui est exacerbé aux États-Unis. Mais c'est tout à fait logique, on est dans la politique américaine. Chose qu'on ne peut absolument pas pratiquer en Europe. Donc déjà, vous comprenez en regardant la carte beaucoup de choses. Ça veut dire que les Américains commencent à s'intéresser de plus en plus à la zone Pacifique et de moins en moins à la nôtre. C'est pour ça qu'Obama a commencé à se retirer du Proche Moyen-Orient, de la Syrie, et qu'a laissé place à l'arrivée de Poutine, au soutien de Bachar el-Assad. Poutine soutient des Iraniens chiites. Ça va? Vous voyez la carte ici, l'Arabie Saoudite, Israël avec les États-Unis. Vous avez la nouvelle carte du monde qui se dessine. Et que donc les Américains sont là, en train de se poser des questions sincères sur l'avenir du monde, et l'avenir du monde pour eux, il est plutôt aujourd'hui orienté vers l'océan Pacifique. Là, il n'y a plus de doute. C'est la vision du monde vue de la Chine. Cette carte est étonnante. Regardez l'Europe. On n'est plus du tout sur la carte. Enfin, on est sur notre... Vous savez, notre première carte, il y avait l'Alaska là-haut en bas. Je suppose que tous les matins, en vous rasant, on pensait à l'Alaska. Ben non. Ben, eux, ils ont autre chose à faire. Notamment la Chine. N'oubliez pas aussi que l'essentiel de la population chinoise vit sur l'Orient, c'est-à-dire sur la mer de Chine. Les hauts plateaux tibétains, très peu habités. Et que donc l'essentiel du monde pacifique s'organise là. La nouvelle donne géopolitique apparaît, elle est claire, elle est nette, et elle apparaît dans l'océan Pacifique. Les pays de l'Asie du Sud-Est se sont également organisés. Ils ont créé comme une Union européenne, ça s'appelle l'ASEAN, l'Association des nations du Sud-Est asiatique. Donc vous avez la Thaïlande, etc. Vous avez la Chine. Tiens, vous avez le Japon, la Corée du Nord. Et vous avez la Russie. Tiens. Nous pensions avec la première carte que si les Américains vous devaient avoir affaire aux Russes, ils devaient nous passer sur le corps. Pas du tout, ils sont en face. En haut, c'est le détroit de Bering, entre l'Alaska et la Russie. En dessous, juste au-dessus de la Chine, à 110 km de la Corée du Nord, vous avez Vladivostok, le port de commerce le plus important et militaire de Russe. Vous avez le Japon, vous avez l'Australie, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez les États-Unis, le Canada, le Mexique avec sa côte pacifique, Acapulco. Et puis vous avez le Chili. Et vous vous dites, et nous on est où là, les Européens? Là-haut. Et on se pose encore des questions si la pertinence européenne existe. Imaginez en plus que ces pays de la zone Pacifique s'organisent entre eux. Ça nous ferait drôle. L'organisation existe, c'est l'Asian Pacific Economic Corporation. Ils travaillent ensemble tout le temps. Au centre de l'île Pacifique, vous avez Hawaï, là où est né Barack Obama. Aujourd'hui, ils travaillent tous ensemble. Ils ont monté une communauté économique. Alors, elle est moins contraignante que l'Union européenne, mais elle est hyper dynamique. Je peux vous rassurer, quand je suis allé au Vietnam, les premiers titres de l'actualité, c'était l'APEC, l'APEC, l'APEC. C'est leur avenir, c'est leur développement, c'est la zone Pacifique. Donc, en voyant toutes ces questions, j'espère que vous allez avoir un peu plus de lisibilité. Vous avez compris doucement les enjeux et ce qui se passe dans l'actualité. Donc Trump ne veut plus financer l'OTAN, vous l'avez entendu ça. Organisation du traité Atlantique Nord. Ils veulent mettre et concentrer leurs forces sur la zone Pacifique, sur leur nouvelle opposition avec la Chine et sur les nouveaux enjeux qui vont représenter quasiment la totalité du commerce mondial. Et que nous devons réinventer d'autres enjeux parce qu'il faut les mesurer. Nous sommes là dans la nouvelle donne géopolitique mondiale. Et que donc, si ça c'est mal maîtrisé, nous allons passer à côté de notre histoire. L'Europe a des atouts, la France a des atouts, vous le savez. 2 de ces pays sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. 2 de ces pays ont l'arme nucléaire. Et vous savez que dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, quelle est la première puissance commerçante du monde, pas économique, commerçante du monde? C'est l'Europe. Aujourd'hui, quand l'Europe s'assoit à la table des négociations, elle est plus puissante que les États-Unis et la Chine. On l'écoute, à condition de savoir avancer ses pions, parce qu'on n'a pas le choix. Alors que ça nous plaise ou non, cette donne, elle existe, elle est là. Et donc, cela nous ramène à les questions de lisibilité politique que vous devez avoir. Vous avez compris que le transfert de l'épicentre géopolitique mondiale est passé de l'océan Atlantique Nord vers l'océan Pacifique. Vous avez compris que les enjeux nous échappent aujourd'hui, mais que le monde avance et qu'on n'a pas le choix. Il ne faut pas faire comme si ça ne bougeait pas. Si on décide de freiner, de se réorganiser, le reste fonce. Donc on a une responsabilité, tous ensemble.
La fin du tout progrès ou la peur du déclassement? Ça, c'est une question importante. C'est une question sociologique. Avant, le progrès était quelque chose de fondamental. On invente la machine à laver. J'étais persuadé que ma fille allait avoir plus de confort qu'il moi allait au lavoir. Le progrès garantissait à ma nouvelle génération, à mes enfants, de vivre mieux que moi. Aujourd'hui, le tout progrès, cette mondialisation, ne nous garantit pas forcément un avenir serein. Du coup, on a peur du déclassement. Du coup, on va vers le repli sur soi. Mais le monde avance. Est-ce que c'est la solution? Voilà les vraies questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette question de déclassement est au centre de notre actualité sociologique française. En marge de ça, il y a aussi quelque chose qui va nous déstabiliser. C'est le rapport à la vérité. L'information est telle, multiple, illisible, que le rapport à la vérité change. Vous avez aujourd'hui des hommes politiques qui ouvertement mentent à la télévision. Mais c'est plus grave, puisqu'aujourd'hui, elle n'a plus d'intérêt politique et social. Mais c'est très embêtant pour une démocratie. Nous sommes une organisation démocratique. Et que le rapport à la vérité était le fondement et le socle de notre civilisation. Et que donc aujourd'hui, cette question doit revenir au centre des débats. Vous allez bientôt avoir une loi sur les fake news qui empoisonne aujourd'hui l'actualité, les élections dans les pays démocratiques, comme on a vu aux États-Unis, est-ce que Trump avec la Russie, etc. Et puis, la crise de la démocratie libérale, ben c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, d'où les questionnements, et peut-être pour ça que vous êtes venus ici. Et donc, en conséquence, ce manque de lisibilité et ce manque de clarté. Mais j'espère une chose ce soir, c'est que vous allez avoir un peu plus de lisibilité et un peu plus de clarté. Merci pour votre attention.